Allô, 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 allô. Allô, allô, allô. Comment should appear here? Comment will appear here. Allô, allô, partageons, partageons. Partageons, partageons avec d'autres. Partageons avec d'autres. Partageons, partageons. Bienvenue Champagne, Belinga. Merci pour la salutation amicale. Merci. Partageons, partageons, partageons de façon que on puisse couvrir notre programme, notre ordre du jour, si on peut dire. Partageons, partageons, partageons. Mais là, je crois que je vais commencer, pour ne pas perdre du temps, je vais commencer avec le procès du CCT. Je vais faire un post là-dessus parce que les gens se demandent où est-ce que nous en sommes. Je vais le faire, comme beaucoup de victimes sont des anglophones, je vais le faire en anglais et en français pour donner la situation où nous sommes avec notre plainte. So I'm going to give an update of our civil case, which we filed on August 2018 at the U.S. District Court of Washington, of D.C., of the District of Columbia. The court case, bonjour, Monsieur Kunchu. The court case is the Cameroonian Council of Transition and et al., as it is said in English, and other complainants, including the class action, all the victims that are going to bring their cases in the class action would be the complainants. This is La République du Cameroun, Paul Biya, and 101 of his officials, the officials of the state of Cameroon. There are ministers, there are army officials, army officers, and many names. So we file a complaint to seek redress, to seek compensation for the victims. So the thing that delayed the case is mainly to serve the summons and complaints to the defendants. That means Republic of Cameroon, Paul Biya, and the other defendants. To serve them the complaints is very difficult
when you are filing a complaint in a country against defendants who are in a foreign country. That has always been difficult. But we have a very good judge, Judge Emmett Sullivan. This is one of the greatest judges in the United States. And sometimes he helped us out by telling us a case that was pending at the Supreme Court of the United States. That case is Republic of Sudan versus Harrison. And he told us we should check that case because it's about serving. So after that, on March 2019, the Supreme Court ruled that a foreign country can be served by mail, and with the evidence that the mail was set at the street address of the Minister of Foreign Affairs of that country. So since August until then March, we have tried to serve the dependents through the embassy. So the judge told us in a ruling that way of serving is not acceptable. But after the ruling on the case Republic of Sudan versus Harrison, Harrison was allowed to serve. The Supreme Court said that Harrison was allowed to serve the defendants through their Ministry of Foreign Affairs, which we did. Then we served on April the 23rd of 2019. Lastly, we served them. So they are served. And also, the other problem that we had is finding an attorney. It was not that easy because this kind of case is very big with many defendants. So we had difficulty for an attorney to take the case, to defend the case. But we have an attorney. The name of the attorney is Charity Swift of Virginia. She is member. They are both of them, her and her husband. They are members of the DC Bar Association, which is the requirement to defend this case. So they are working to put the case in order now. So what we do here, we are calling on the victims, and they are many. They are in the thousands, in particular in the Anglophone region, which is stricken by war. All those victims, you can seek redress. What we are seeking to get here is a court ruling, so that you can be awarded at least the monetary compensation. So I can tell you to tell you, because most people have always looked at this case as if it were a scam. This is not a scam. This is not a scam. These are court documents. All the minute orders that were already taken by the judge. There are many of them. So we were not sleeping all these months. We had a lot of exchanging, answering the questions of the judge. So the judge has already taken many minute orders, and we have been responding before we get an attorney, a lawyer, to defend the case. So this is where we are. Something that I can tell you to encourage you to enroll your case, to add your case in this, is that Evan von Gorky Dinka, the one
the great Gorky Dinka, he added his own case against the Republic of Cameroon here. Hi, Mr. Nganchop Narcisse. So, please, even the victims of the MRC of the party of Professor Maurice Kamto, you have been victims of torture and everything. You can add your case in this class action, because where we are, we don't know. The justice of Cameroon is so corrupt that you cannot have any redress there. So therefore, really, we encourage you. The information we need from you when you are sending us the case, you can first of all you send the case in our secure email, mekosam@protonmail.com. Mekosam is MEKOSAM at protonmail.com. And the information we need is the name of the victim, the place the crime or human rights violation was committed, the date and time the crime or human rights violation was committed, a brief detail of the incident, pictures or videos, if available, of the victim and place the crime or human rights violation was committed, and also the amount in francs CFA or in US dollars of the relief that you seek for the victim, the relief and the reparation that you seek, the victim seeks or the family of the victim seeks. So, pendant que nous attendons les autres, s'il vous plaît, mon cher combattant Nganchop Narcisse, mon cher frère et ami et confrère Aimé Mathurin Moussi, partageons, Monsieur Didi, partageons. Et je vais donc présenter en français. Je donne la situation de notre plainte que nous avons faite au niveau du US District Court de Washington, de DC. La plainte, c'est le CCT et les autres plaignants qui sont une action de class, a class action, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plaignants. Toutes les victimes rejoignent le CCT qui les représente ici avec un avocat et devant dans ce tribunal civil. Ce n'est pas un tribunal pénal. Le tribunal ne va pas prononcer un jugement pour mettre dans les accusés qui sont la République du Cameroun, Paul Biya et 101 responsables de son régime, notamment pratiquement tous les ministres et secrétaires généraux et des officiers de l'armée, et d'autres personnes, dont 103 accusés. Nous cherchons ici une décision de justice parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de justice. Nous n'aurons jamais des dédommagements de la part de ces régimes avec une justice qui est dépendante de la présidence de la République, dépendante des enveloppes de corruption, dépendante des hauts placés. Nous ne pouvons pas, les victimes ne peuvent pas avoir compensation. Donc, ceux qui avaient regardé cette plainte qui avait été déposée en août 2018, premièrement, deux choses essentielles. Premièrement,
comment servir la plainte et les documents de justice aux accusés. Il a toujours été difficile de servir les accusés de notre pays. Et heureusement que nous avons, comme Dieu fait des choses, c'est le juge qui a pris cette affaire, c'est l'un des plus grands juges des États-Unis, sérieusement indépendant. Il s'appelle Judge Emmett Sullivan. Et là-dessus, voyant comment nous avions des difficultés à aller envoyer les documents qu'on doit servir aux accusés, en les envoyant à l'ambassade, il nous a indiqué qu'il y avait un cas, une affaire qui était pendante à la Cour suprême des États-Unis. Et l'affaire, c'est République du Soudan contre Harrison. Et il nous avait donc dit en février dernier d'attendre ce jugement et voir ce que la Cour suprême, la Cour suprême va dire. Et en mars, la Cour suprême a donc prononcé le jugement que les accusés étrangers peuvent être servis, signifié en français, signifié de la plainte et des documents de l'affaire, des documents de justice de l'affaire, à l'adresse du ministre des Affaires étrangères de ce pays et par courrier. Ce que nous avons donc finalement fait le 23 avril 2019, ils sont donc considérés comme servis maintenant. Et puis l'autre problème qu'on avait eu, c'est de trouver un avocat qui prenne cette affaire. Ce n'est pas difficile, c'est une affaire très vaste, avec beaucoup de victimes, et il faut que cette affaire soit jugée aux États-Unis. Beaucoup d'avocats n'ont pas pris, ça fait mois après mois on cherchait, mais heureusement, comme Dieu fait les choses, il y a un cabinet d'avocats qui s'appelle Swift and Swift, ils sont en Virginie. En Virginie, ils sont donc membres du barreau du District of Columbia, et ce qui est l'exigence pour pouvoir défendre cette affaire. Et ils sont en train de remettre donc toute la plainte en ordre, de remettre l'affaire en ordre, en nous demandant qu'on continue donc à contacter les victimes, tous ceux qui peuvent joindre leur cas. Et ceci s'adresse vraiment en particulier, nous pensons, aux milliers de victimes qui sont dans la zone anglophone en guerre, les morts, les destructions des biens et consorts, mais aussi à ces prisonniers, comme par exemple les victimes de torture du MRC, du professeur Maurice Kamto. Il y a une opportunité ici d'ajouter leur cas. Leur cas, c'est sur cette action de classe. En anglais, on appelle class action, c'est-à-dire nous sommes en groupe, les victimes sont en groupe dans ce cas, pour au moins recevoir une condamnation contre ces accusés puissants, de façon que on puisse espérer, les victimes puissent au moins espérer avoir une compensation. Et ce que nous leur demandons, c'est que quand vous envoyez votre cas, que vous nous contactiez par l'adresse email suivante: mekosam, MEKOSAM
protonmail.com. Quand vous envoyez dans votre cas et vous nous donnez les informations suivantes. Nom de la victime, place du crime ou de violation des droits humains là où ça a été commis, date et temps, date et heure, on peut dire, date et heure du crime ou de la violation des droits de l'homme là où ça a été commis. Un détail assez bref de l'incident qui a conduit à cela. Des images ou vidéos, c'est disponible de la victime et de la place là où le crime ou la violation des droits de l'homme a été commis. Et à la fin de tout cela, donnez-nous le montant en francs CFA ou en dollars américains de la compensation, des réparations que vous demandez de la part des accusés ou de la part au bénéfice de la famille de la victime ou bien de la victime elle-même, si vous êtes la victime. Donc c'est ce que nous pouvons dire là-dessus. Nous sommes en train de préparer pour ceux qui se disaient que c'est tout juste comment dire, une blague que le SCCT faisait. J'ai ici les documents des décisions de justice qui ont été faites tous ces derniers mois, parce qu'on ne faisait que travailler sur ce dossier et le juge examinait les dossiers qu'on envoyait et il prenait des décisions de justice. Il prenait ça, par exemple, c'est l'une de nos réponses. Quand le juge demande quelque chose, on répond. Mais il y a donc beaucoup de décisions comme ça que le juge a eu à prendre ou bien nous pousser à nous demander ceci ou cela. Donc, je mets ça ici pour que ce soit bien enregistré et que qu'on ne se dise pas que nous sommes en train de nous amuser avec cette plainte. Donc, merci tout le monde. Je crois que nous pouvons commencer dans la présentation, notre présentation, notre sujet du jour. S'il n'y a pas, continuez à partager pour que on puisse couvrir ce que nous avons au programme. Partagez, à moins qu'il y ait un avis contraire, je voudrais qu'on commence. Donc, le sujet que nous avons aujourd'hui, c'est l'organisation de la résistance populaire au Cameroun, la partie francophone du Cameroun, parce que la résistance populaire est restée limitée dans la partie anglophone du Cameroun. Donc, le premier sujet que nous abordons, c'est la question résistance insurrectionnelle ou résistance armée. Quel est le rôle de la diaspora? Nous savons que le régime Biya s'oppose et réprime toute, il s'oppose et réprime toute volonté du peuple, le peuple notamment anglophone qui a au départ exigé la restauration de la fédération, qui est la forme de l'État qui a créé le Cameroun actuel dans ses frontières actuelles et dans ses populations actuelles. Cet État-là
Une fédération a été donc créée le 1er octobre 1961 et puis elle avait été abolie illégalement par le 20 mai 1972. Les anglophones avaient toujours donc demandé que ce que nous voyons là, la République du Cameroun, ce n'est pas un État, c'est une pourriture. Il faut absolument qu'on rentre à la fédération pour que eux, ils, forts de leur culture, de leur très belle culture anglophone, ils puissent gérer leurs propres affaires, qu'ils ne soient pas, ils ne veulent plus être traînés à Yaoundé pour les moindres des choses et consorts. Le fédéralisme leur permet de faire tout ce qu'ils veulent sur place sans plus être toujours en train d'aller à Yaoundé pour commander ceci ou cela. Parce que c'est ça le problème des régimes hyper centralisés. Les dieux sont installés à Yaoundé et il faut parvenir dans un pays où il n'y a même pas de route. Quand on veut une petite chose, du rien du tout, comme un passeport, il faut aller à Yaoundé et puis se mettre à genoux devant eux. Les anglophones ne veulent pas ça. Les anglophones ne veulent pas du système de justice pourri. Ils ont besoin de leur État. Donc, ils ont demandé ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu le refus du Dieu de Yaoundé, Paul Biya, qui leur a dit jamais, il ne discute pas sur le fédéralisme. Et il a choisi plutôt la guerre, et acculant ainsi les anglophones au seul choix qui reste, c'est de demander la séparation du Cameroun. Il refuse d'entendre les accusations de fraudes électorales. Ceux qui essayent de faire ces accusations et d'essayer de défendre leur cause, ils sont mis en prison. Ils refusent aux citoyens les droits de manifester pacifiquement dans la rue. Voilà les différentes choses. Faire des demandes pour dire voici ce que nous voulons le fédéralisme, il dit non. Il y a des fraudes, il y a les élections, vous allez donc à ces élections et vous trouvez que les élections sont fraudées, les résultats qui sont là ne sont pas justes, vous essayez de dire non, il envoie l'armée contre vous, comme il envoie l'armée contre les anglophones. Vous essayez de faire ce qui est de votre droit et qui est écrit dans la Constitution, que vous avez le droit de manifester, de vous exprimer. Ce qui est dans la Constitution, il utilise des lois d'exception, comme la loi 2014/028, dite antiterroriste, qui considère des manifestants pacifiques comme des terroristes et qui les ordonne de les traiter comme tels, en violation de la propre constitution de cet État-là. Donc, devant un tel mauvais gouvernement, le peuple souverain n'a pas d'autre choix que la révolution. Le peuple a essayé tout. Il ne rencontre que la violence, la terreur. Donc, qu'est-ce que c'est que la révolution? La révolution, c'est ce changement brusque et souvent violent dans la structure politique et sociale d'un État. C'est ça qu'on appelle la révolution. La révolution se produit quand une partie ou la totalité du peuple se révolte contre les autorités en place et prend le pouvoir. C'est ça la révolution. Il n'y a pas de révolution que vous faites la révolution, mais vous n'allez pas jusqu'au bout pour prendre le pouvoir. La révolution a ce but-là, d'enlever très souvent le dictateur en place et puis de donner le pouvoir au peuple. Dans le processus donc de la révolution, la victoire est la plus efficacement établie, conquise à travers une insurrection générale.
la diaspora camerounaise, le 18 mai dernier à Paris, en France, le 22 juin dernier au Maryland, aux États-Unis, et le 30 juin, c'est-à-dire hier à Munich, en Allemagne, dans différentes résolutions adoptées comme objectif principal à poursuivre au Cameroun la transition vers le fédéralisme, vers la fédération comme forme de l'État. Ceci n'étant possible qu'après la chute du régime néocolonial de Paul Biya. Les étapes retenues dans toutes ces résolutions de Paris, de DC, de Washington DC, puisque cette ville où on a lu la résolution, c'est à côté de Washington DC, et puis de Munich. Donc, les étapes retenues dans toutes les résolutions par la diaspora camerounaise pour atteindre donc, cet objectif principal sont enlever Paul Biya et son régime du pouvoir. Deuxièmement, libérer tous les prisonniers politiques, y compris les leaders dont le professeur Maurice Kamto, Ayoub Tabé et tous les autres. Troisièmement, tenir, après que ce régime n'est plus en place, tenir un dialogue national inclusif, en particulier le dialogue avec les séparatistes anglophones, afin de conserver le pays ensemble, qu'il n'y ait pas d'éclatement du pays. Et quatrièmement, lors d'une période de transition vers la fédération comme nouvelle forme de l'État, accompagner le peuple, la diaspora doit accompagner le peuple camerounais dans l'œuvre d'abolition de la République du Cameroun comme État. Les dédommagements à payer aux victimes de la guerre, de la torture et des emprisonnements arbitraires où des milliers sont actuellement. La réforme de l'administration publique, je ne vais pas revenir dessus, parce que avec l'administration pourrie actuelle, où tout est ouvert à la corruption, au vol et tout, ça ne vaut pas la peine. Dans cette période de transition, les autorités de transition vont donc réformer totalement l'administration publique et construire une administration moderne. La rédaction et l'adoption par le peuple, par référendum, de la Constitution et de la loi électorale du nouvel État. Et enfin, pour couronner, pour terminer la transition, il faut donc qu'il y ait la tenue des élections générales, libres et indépendantes du Cameroun nouveau. Voilà le programme que doit poursuivre la diaspora. Donc la diaspora va organiser et accompagner la résistance populaire contre le régime tyrannique et terroriste de Paul Biya sur le terrain, pas dans la diaspora. La résistance populaire qui doit conduire donc au renversement du régime Biya, il y a deux aspects à voir là-dedans. Il y a deux genres, on peut dire. Cette résistance se fera soit par une insurrection
général, pacifique, marqué en particulier par la descente dans la rue des populations dans toutes les localités du Cameroun, comme ça s'est passé dans la zone anglophone, comme nous l'avons vu le 22 septembre et le 1er octobre 2017. Donc, cette fois-ci, il faut que cela se passe à l'est de la rivière Mungo, c'est-à-dire dans le Cameroun francophone, avec des manifestations pacifiques. Il faudra, l'insurrection générale inclut aussi l'observation de la désobéissance civile, y compris le boycott des services publics, le refus de payer les impôts, les refus d'obéir aux ordres du gouvernement, les villes mortes, etc., suivant ce que le peuple peut décider que c'est plus efficace. Cela jusqu'à la chute du régime de Yaoundé. Deuxième genre d'insurrection, c'est l'insurrection armée. C'est seulement si et seulement si le régime de la République du Cameroun, le régime de Biya, utilise encore une fois ses forces armées pour terroriser, pour massacrer, pour torturer et pour arrêter arbitrairement les manifestants pacifiques. C'est là où la diaspora a le devoir de doter le peuple camerounais de tout genre de forces armées nécessaires pour le protéger, pour renverser le régime de Biya par la force et remettre le pouvoir au peuple souverain. Pendant la transition, c'est le peuple souverain qui a le pouvoir. Pendant la transition, même les autorités de transition, parce que ces autorités n'auront pas été élues par le peuple, parce que c'est une période transitoire pour passer d'un mauvais état au nouvel état que le peuple va créer. Cette période de transition est une période d'assainissement et d'établissement de la paix. Les autorités, notamment l'exécutif, qui va donc mettre cela en exécution dans le pays, ce sont des autorités qui résultent de l'accord du dialogue. Ceux qui sont assis à la table du dialogue, ce qu'ils ont donc conclu, ce sont ces autorités qui vont ce qu'ils ont conclu comme autorité, ce sont ces autorités qui mèneront la transition. Jamais vous ne pouvez passer d'un état qui est mauvais et que tout le monde ne veut plus et qu'il faut abolir à un état nouveau sans une période de transition. Même quand au Cameroun, quand il y avait d'un côté la République du Cameroun francophone, qui avait eu son indépendance le 1er janvier 1960, et de l'autre côté, le Southern Cameroun qui avait voté de rejoindre le Cameroun. Avant que le nouvel État soit créé, c'est-à-dire la République fédérale du Cameroun, cela a pris 8 mois de transition. Parce que pendant ces 8 mois, il fallait maintenant créer ce nouvel État. Notamment les documents de création d'un État qui sont la Constitution, les lois électorales. Il fallait avoir tout ça. Cela prend du temps, cela prend des dialogues, des débats, des consultations du peuple avant de pouvoir aboutir à une constitution qui est acceptée par le peuple, qui vient du peuple pour la création du nouvel État. Ça ne peut jamais se faire comme ça là,
comme par exemple la Constitution de 1996, elle dit que la période, il faut seulement que le successeur constitutionnel du président de la République, qui est le président du Sénat, il a 90 jours pour organiser les élections. Organiser les élections avec quelle loi? La loi électorale qui est pourrie là, cela ne mènera absolument à rien. C'est pour ça donc qu'il faut une période de transition. Il faut d'abord écrire une loi électorale et la faire adopter par le peuple. Il faut écrire la nouvelle constitution. Consulter le peuple avant même d'écrire. Consulter le peuple, quel genre d'État vous voulez. Et c'est après ça qu'on écrit une constitution et on fait adopter ça par le peuple. Donc, la diaspora a réfléchi et dans trois réunions, elle arrive avec la même solution. Donc, voilà donc les deux genres d'insurrection. L'insurrection armée ne peut être utilisée par le peuple que quand il est attaqué par l'État et quand l'État continue à lui résister. Je répète, dans une démocratie, le peuple est souverain. Il n'y a rien au-dessus du peuple. Il n'y a pas de président de la République, comme ce qui se passe là, qui soit au-dessus du peuple. Il n'y a pas d'assemblée où il n'y a rien. Il n'y a pas d'armée au-dessus du peuple. C'est le peuple qui décide de tout. Et quand le peuple est attaqué, il n'y a pas de débat là-dessus. Le peuple doit se défendre. Le peuple a le droit de recourir à tout, y compris prendre même des mercenaires. C'est le peuple le souverain. Si c'est ça, pour se défendre, comme avait dit un politicien que quand, au Cameroun, que quand on se noie, on s'accroche même au serpent. Et il faut s'attendre à ça, que la diaspora fera tout pour protéger le peuple camerounais, afin que la terre de nos ancêtres soit une terre libre, une terre de démocratie, une terre qui pourra accueillir le monde entier. Cela, je ne pense pas que ce sera négociable. Donc, le deuxième sujet, c'est que quand on organise donc le peuple à l'intérieur du pays pour l'insurrection générale, quel sera le quartier général de la résistance? Le siège de ce commandement-là sera-t-il au Cameroun ou dans la diaspora? Qu'est-ce qui est mieux? Il faut dire d'abord que l'insurrection, redéfinir l'insurrection, que l'insurrection correspond à un moment du processus révolutionnaire où le pouvoir en place, pas le peuple, le pouvoir en place bascule. C'est à ce moment décisif. C'est-à-dire que la diaspora commence à travailler maintenant avec les activistes, les patriotes de l'intérieur du pays. Ça ne va pas se passer aujourd'hui. C'est à un jour J qu'il y aura insurrection générale. C'est-à-dire que, pas que quand on commence aujourd'hui, sans avoir mis tout en place, et qu'on commence aussitôt l'insurrection générale. L'insurrection pacifique, il y a deux genres, comme j'ai dit, l'insurrection pacifique et l'insurrection armée. L'insurrection pacifique est l'avant-dernier moyen qu'un peuple peut utiliser pour faire tomber un mauvais gouvernement qui refuse de partir. L'insurrection armée est l'ultime moyen qu'un peuple peut utiliser pour renverser et retirer le pouvoir des mains d'un gouvernement qui refuse de partir, qui s'impose par la force. Donc, une insurrection, c'est une révolte populaire ou un soulèvement armé, donc comme je viens de le dire, contre le pouvoir en place. Les personnes
agissant au nom d'une insurrection, on les appelle les insurgés. Au moment de l'insurrection, tous les citoyens qui sont dans le mouvement, qui sont dans les rues et consorts, ce sont des insurgés. En France, pour vous rappeler que c'est un droit du peuple souverain. En France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce en son article 35, je cite, « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Fin de citation. Je cite là la France, ce pays même là qui soutient le régime fantoche de Yaoundé. Donc, en dehors des insurrections spontanées, comme par exemple en février 2008, qui sont souvent inefficaces, comme on l'a vu, mais en plus, ils ont le désavantage de coûter cher en termes de vies humaines et en termes de chaos même. Comme nous l'avons vu même en Égypte. L'insurrection, toute insurrection générale doit disposer d'un commandement central. Quel est le rôle du commandement central dans l'insurrection? Disons plutôt sans commandement central. L'insurrection pourra sombrer dans l'impasse, comme au Soudan, comme en Égypte, où les militaires du régime prennent le pouvoir pour briser la révolution. Le commandement central a pour rôle de travailler au jour le jour avec les activistes et les patriotes du terrain, d'utiliser les renseignements qu'ils récoltent pour coordonner la sécurité des insurgés, d'ordonner les contre-offensives contre les ennemis à partir de ces renseignements et de conduire la révolution vers l'objectif. Et nous avons dit que l'objectif, c'est d'amener le peuple vers la période de transition et vers la création du nouvel État que le peuple va décider. La question, c'est donc, l'insurrection générale peut être efficacement organisée et menée par un commandement dont le siège se trouve au Cameroun. C'est ça la question. C'est comme si on demandait si le leadership d'un parti politique officiel peut diriger une insurrection générale au Cameroun. Ma réponse, c'est non. Non. Le régime de Biya cherche une seule chose pour détruire toute organisation populaire. Il cherche les leaders ou les meneurs qui, une fois neutralisés ou divisés, ils sont sûrs que l'organisation va mourir. Et c'est ce qu'ils feront du commandement général de la révolution au Cameroun. Tout ce qu'ils chercheront, c'est de savoir où il est et de pouvoir les neutraliser, les diviser, afin de faire échouer. De plus, les informations sur l'organisation de la révolution, l'organisation révolutionnaire, sont plus accessibles au régime quand le commandement est localisé au Cameroun. Par conséquent, pour la meilleure sécurité des activistes et des patriotes du terrain et pour
la meilleure protection des renseignements et pour la meilleure coordination du mouvement révolutionnaire, le siège du quartier général de la Révolution doit être à l'étranger. Et surtout, ça c'est un débat que j'ai eu année après année, puisque j'ai travaillé énormément là-dessus, en commençant par Feu, le capitaine Guérandi, et puis tous les autres collègues qui sont à la diaspora. Ça a toujours été la question. Mais les choses ont changé. Nous sommes maintenant à l'ère de la révolution des communications. Maintenant, le quartier général, contrairement à l'histoire des révolutions, le quartier général de la révolution peut être à l'extérieur, puisque actuellement, on tient des réunions, comme je vous parle là, avec les nouvelles, les communications électroniques. Tout est possible maintenant. Et nous n'avons pas besoin des exemples ailleurs. La diaspora anglophone à côté continue de diriger la révolution des anglophones aujourd'hui, efficacement. Et ils ont effectivement arrêté l'armée du régime de la République sur le terrain, très efficacement. Donc, passons à la troisième partie, au troisième sujet, l'enrôlement des combattants sur le terrain. Notamment deux aspects. On ne pourra pas aller jamais en détail dans ce domaine publiquement. C'est une partie qui sera complètement couverte, c'est-à-dire le travail avec ceux du terrain. Ce n'est pas de quelque chose qu'on va venir à Facebook et on se met à parler qu'aujourd'hui on a fait ceci, on a fait cela. Jamais du tout. Donc il y a deux choses dont je vais parler: la sécurité et les matricules. Premièrement, donc, l'enrôlement. Sur le site web du CCT, le Conseil camerounais de transition, le site web, c'est cctransition.org. Si vous allez à la page volontariat, je voulais l'ouvrir ici pour vous montrer, mais cctransition.org. Si vous allez dans la page volontariat, vous allez voir comment se fait le recrutement. Comment dire l'enrôlement? On ne peut pas dire recrutement. La diaspora ne recrute pas. La diaspora met seulement les patriotes camerounais ensemble et essaye de les organiser. Donc, il y a trois genres de combattants de terrain, trois types de combattants de terrain. Il y a, nous préférons les appeler les activistes politiques. Il y a les activistes de renseignement, parce que il n'y a pas de révolution sans service de renseignement, et les renseignements seront centralisés donc à l'extérieur, au quartier général. Et puis, troisième type de renseignement, ce sont de combattants, ce sont des activistes armés. Et ici, je donne ici seulement une opinion. Nous devons prendre soin de ne pas impliquer les partis politiques dans ceci. Pourquoi? Comme je l'ai dit avant, le régime connaît déjà les leaders de partis politiques et les militants de partis politiques. Si on travaille dans cette organisation avec les partis politiques, c'est facile. Nous serons en train de livrer les leaders et les militants des partis politiques. Non, on doit travailler avec des personnes qui ne sont pas connues du régime, qui ne sont pas connues du régime, qui ne sont pas
je dois plutôt dire qu'ils ne sont pas fichés, parce que le régime a les noms des gens. Tous ceux qui ont été en prison sont fichés. Tous ceux qu'ils observent là, dans les partis politiques, ils viennent là, ils prennent les images. Ils connaissent tout ce monde-là. Et ils les fichent. Tel est du MRC, il est un bon candidat pour nous, pour l'amener en prison. Et nous devons le surveiller de près. Donc, les militants de partis politiques, c'est difficile qu'ils fassent ces actions qui sont essentiellement clandestines. Donc, sécurité, donc, la sécurité des hommes, la sécurité des informations, la sécurité du matériel. La sécurité est la chose capitale pour la réussite de toute révolution. Tout est sécurité, 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 sécurité. Le site web du CCT et l'email encrypté que je vous ai donné, nous avons d'autres emails encryptés dans ProtonMail notamment. Ces instruments de communication, ces moyens de communication garantissent la sécurité des informations et des communications. La règle cardinale, c'est que les activistes des différents groupes, parce qu'ils seront organisés en petits groupes, qu'ils ne soient pas mis en contact. Même les groupes des activistes politiques, les groupes des activistes de renseignement, les groupes des activistes armés, ils ne doivent pas être en contact parce que ça va faciliter la tâche au régime pour les neutraliser. Donc, il faut la stratégie des petits groupes quasi indépendants. C'est la règle d'or. Par opposition à une organisation pyramidale que le régime est très efficace à détruire. Toute organisation qui est telle que à la tête il y a un président et en bas, c'est ça que le régime Biya est bon à détruire. Par conséquent, l'insurrection, et c'est ça l'avantage de la diaspora. La diaspora va travailler individuellement avec les combattants et les combattants pourront être mis ensemble seulement pour des opérations précises qu'il y a selon les besoins du terrain. Donc, c'est à peu près, il faut que ce soit une organisation éparse que le régime ne peut pas contrôler. Mais si on a plutôt une organisation pyramidale, ça ne pourra jamais marcher. Donc, ça, c'est pour la sécurité. Ça, c'est la sécurité qui commande cela. La deuxième chose qu'il y a dans ceci, c'est que c'est le numéro de matricule. Lorsque l'activiste, le combattant, s'enregistre dans le site cctransition.org, dans la partie volontariat, il y a une fiche en bas. Le combattant n'a pas besoin de donner toutes ces informations. Il peut donner seulement un moyen de le contacter. Et on pourra le diriger dans des communications beaucoup plus sécurisées où il peut donner ces informations. Mais on peut déjà vous garantir que cette fiche-là est sécurisée. On ne peut, le régime Biya, depuis qu'on a créé ça, tous les jours, je vous ai montré la dernière fois, tous les jours, ils envoient des emails avec des liens de façon que celui qui tient le site, s'il clique dans cet email-là, il puisse avoir accès dans le website. Jamais. Le site est très protégé contre ce genre d'attaque. Ils essayent parce qu'au moment où nous parlons, à l'étape où nous sommes, ils ne savent pas combien
de Camerounais sont déjà enrôlés. Ils ne savent pas combien la diaspora a déjà mis, donc ils sont inquiets. C'est inquiet, je vous disais la dernière fois que c'est pour ça qu'il y a cette tentative de division de la diaspora, de la diaspora que nous voyons tous ces jours et que j'ai eu à intervenir pour dénoncer et même pour dénoncer même personnellement certains individus. Parce que à cette heure, à ce moment-ci, on a besoin que la diaspora soit tous ensemble pour travailler à libérer notre peuple. C'est là où les gens viennent avec des discours de division qui sont en train de vous dire méfiez-vous de tel. Méfiez-vous de tel, c'est un infiltré. Et l'autre, il faut se méfier d'une tribu. Et ceci et cela. Tout ça, ça rend service au régime Biya. C'est ça qu'ils veulent maintenant. Ils ne veulent pas qu'on arrive dans ce que nous sommes en train de dire là maintenant. Ils ne veulent pas que nous arrivions à mobiliser le peuple pour l'insurrection générale. Alors, qu'est-ce qu'ils utilisent? C'est le tribalisme. C'est le tribalisme. Moi, je ne m'en prends pas à eux parce que pour eux, c'est de bonne guerre. Quand ils appellent les cochons, les tontinards, les machins et consorts, ça, c'est leur stratégie pour empêcher le peuple à pouvoir s'élever. Mais je m'en prends aux autres qui répondent à cela par un autre tribalisme. Ce n'est pas efficace puisque vous faites ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas faire ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut qu'il y ait des réponses de l'autre côté qui disent aussi tuez-les et consorts. Il y a une question que j'ai posée là. Quand on dit par exemple tuer les boulous, pourquoi on ne dit pas tuer les membres du RDPC? Mais c'est eux au moins qu'on devrait attaquer. Pourquoi on ne dit pas tuer les membres du RDPC? Pourquoi on dit tuer quand on sait que dans toute une tribu, il ne peut jamais y avoir de gens qui sont d'accord avec ce régime? Pourquoi ne pas, comme justement, c'est là où j'aime le nom de brigade anti-sardinard, c'est précis, Nous, on s'attaque aux sardinards, on s'attaque au soutien de ce régime. Mais, donc c'est un peu ça, Donc, il faut donc, quand on s'enregistre comme autre meilleure mesure de sécurité, quand vous vous enregistrez, vous donnez les informations qu'il faut sur vous, location et tout, de façon que quand la diaspora travaille avec vous, elle sait où tu es, elle sait votre rayon d'action et elle sait comment elle pourra coordonner les opérations. Donc, quand elle travaille avec vous, quand vous donnez ces informations, elle va vous donner un numéro matricule. À partir du moment où vous avez le numéro matricule, dans toutes les communications que vous allez faire, vous ne sortirez plus jamais votre nom. Votre nom est en lieu sûr dans les archives du quartier général de la diaspora. Votre communication sera toujours par votre numéro matricule. Et avec ça, le commandement sait qui est en train de parler, qui est en train de dire ceci ou cela, qui est en train de demander ceci ou cela, sans avoir besoin de mettre votre nom. Donc le numéro de matricule est très important parce qu'il garantit l'anonymat de l'archiviste sur le terrain. Elle garantit que les rapports avec lui ou elle sont couverts de l'anonymat, comme j'ai dit. Et puis, les communications clandestines avec lui sont faites dans sa localité précise. Parce que, à partir de ce qu'on a donné, chacun travaille dans son rayon, à moins qu'il soit envoyé en mission. Donc, c'est ça dont comment dire, il est pratiquement indispensable d'avoir de fonctionner avec des numéros matricules au lieu de fonctionner, de travailler avec les noms. Au risque qu'un jour,
le régime pour une négligence ou quoi que ce soit, malgré toutes les mesures de sécurité qu'on aura prises, par une mesure d'imprudence, le régime puisse trouver le nom de la personne et puis remonter sur la personne. On doit s'arranger, prendre toutes les précautions pour qu'on puisse travailler efficacement sur le terrain sans être perturbé par l'ennemi. De toutes les façons, nos services de renseignement sauront déjà c'est pour ça que quand l'activiste politique fait son travail, il ne saura pas qu'il y a un autre activiste qui est là pour les renseignements et qui prend tout ce qui se passe autour de lui, de cet endroit-là où on opère. Donc, c'est pour ça il ne faut pas que les activistes là soient en contact, parce que plus vous mettez les gens en contact, plus vous facilitez le travail aux indiques. Encore une fois, j'avais dit ça à la dernière vidéo. Enlevez de la tête les affaires des indiques là, quand on combat. Je parle là aux combattants du terrain. Enlevez l'affaire là que je dois avoir peur des indiques. Les indiques sont toujours là. Les anglophones, quand ils travaillaient sur le terrain pour mobiliser les populations, quand ils travaillaient de maison à maison, de bouche à oreille, ils savaient très bien qu'il y a les indiques du pouvoir. Mais ça ne les arrête pas. On ne peut pas arrêter le combat parce qu'on soupçonne que le régime a peut-être un indique. Alors, ce que la diaspora va faire, c'est que si les activistes sont en danger, à partir des informations, des renseignements que la diaspora a, si l'un des activistes est en danger, il y a une équipe qui va s'occuper de ça. Sur le terrain. Soit ça peut être écarter le danger d'une manière ou d'une autre, mais résoudre cela, de façon que l'activiste ne se sent pas seul. Donc, voilà donc pour la partie enrôlement des combattants de sécurité matricule. Les autres leaders de la diaspora, nous allons bien encore nous asseoir pour nous entendre là-dessus. S'il y a d'autres méthodes de sécurité qu'il faut ajouter, on les ajouterait. Comment dire, l'abondance de sécurité dans le domaine de la révolution ne nuit jamais. Parce que la vie est sacrée. Parce qu'il ne faut pas tomber dans les erreurs comme nos compatriotes anglophones sont entrés tomber dans beaucoup d'erreurs par manque de sécurité, par manque de mesures de sécurité. Donc, quatrième sujet, les communications. Je ne serai pas long là-dessus. C'est-à-dire, comment battre l'ennemi du régime Biya et ses soutiens extérieurs en matière de communication. Je crois que vous savez que la communication est indispensable. La communication est pratiquement tout. Vous avez vu qu'avec les communications électroniques, les anglophones n'ont pas reçu des ordres d'aller manifester des leaders locaux, puisque même leurs députés du RDPC, ils ne mettent même pas pied là-bas, les faux leaders qu'il y a chez nous. Mais avec des communications efficaces dans WhatsApp, dans le téléphone, avec les activistes du terrain, la diaspora a été capable de coordonner tout sur le terrain. Et nous avons vu les résultats. Tout le monde était dans la rue. Donc la communication est essentielle. Maintenant, regardez la réalité. Le régime Biya, comme son vieux dirigeant, son vieux roi Dieu, c'est un régime vieux. Et c'est un régime qui ne change pas ses méthodes. Notez-le. Ils font toujours les mêmes choses année après année.
Par conséquent, la diaspora a l'avantage des communications électroniques, même si le régime coupe le téléphone ou l'Internet. Même si le régime coupe le téléphone et l'Internet, la diaspora est capable d'équiper ses activistes en moyens de communication, tels les moyens satellitaires. Je n'ai pas besoin de donner les noms ici, mais ceux qui m'écoutent, ils savent. Non, il n'y a pas quelque chose, même si vous êtes dans un désert, il n'y a pas de service électronique. Avec certains appareils, vous allez toujours communiquer. Et alors, quand on parle de travailler avec nos activistes, nos combattants du terrain, nous devons leur donner ces moyens-là. Parce que la communication ne doit jamais être coupée. Donc, c'est tout ce que je peux dire dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine technique. On n'a pas besoin de crier sur le toit. Encore une fois, là, c'est un travail interne dans la révolution. Le cinquième et dernier point, c'est le financement de la résistance populaire. Rôle de la diaspora. Simon Bolivar, un héros révolutionnaire, le libérateur de l'Amérique latine de l'occupation espagnole, disait toujours qu'il y a 3 choses indispensables dans une guerre, parce que sa révolution était une révolution armée. Premièrement, l'argent. Deuxièmement, l'argent. Troisièmement, l'argent. L'argent est incontournable dans une révolution. Et la diaspora est une puissance financière. Pour ceux qui ne le savent pas, les petits 1 $, 5 $ que vous versez là, prenons seulement, nous, il y a une diaspora de plus de 5 millions. Prenons seulement 1 $ que chacun verse pour la révolution. 1 $ pour 1 million dans la diaspora, ça fait déjà 1 million de dollars, c'est-à-dire 500 millions de francs CFA. Ce n'est pas peu, ce n'est pas petit. Et vous savez très bien que la diaspora donne plus que ça. Les anglophones, par exemple, les membres de la diaspora ont hypothéqué leur salaire et certains prennent même des heures supplémentaires dans leur travail afin de pouvoir soutenir la lutte sur le terrain. C'est pour ça qu'ils ont été capables d'arrêter la puissante armée de Paul Biya. Donc la diaspora est une puissance financière. Tout ce qu'il y a, c'est que au lieu de jeter les pièces qui vous restent souvent quand vous faites vos courses là et qu'on sort les 1 $, 5 $ là, jetez ça dans la révolution. Et si vous êtes donc engagé, et là, le quartier général de la révolution va noter, vous faites des choses comme des engagements, ça c'est votre partie de la lutte révolutionnaire. Et c'est comme ça que vous aurez participé. Et tout cela sera documenté. Les choses sont déjà facilitées aujourd'hui avec l'électronique. On est déjà capable de garder énormément de données. On pourra savoir qui a donné quoi, comment. Tout est possible de nos jours. Donc, pourquoi cet argent? Pour répondre aux petits besoins, par exemple, de déplacement, de nutrition d'un activiste local. Il faut l'argent. Pour maintenir, par exemple, les foules pendant les manifestations pacifiques, à un endroit, par exemple, comme la poste centrale de Yaoundé, pendant des jours, il faut l'argent. Et ce n'est souvent pas à la dernière minute qu'il faut maintenant se dire qu'on se mobilise.
Au cas où le régime terrorise dans les insurgés, les manifestants pacifiques, pour approvisionner les activistes armés et leur donner les secours, même en combattant professionnels, beaucoup plus professionnels, pour se joindre à eux, il faut l'argent. La diaspora francophone sera donc appelée à prendre, chacun et chacune individuellement, l'engagement de sacrifier une partie de ses revenus pour soutenir l'effort de libération révolutionnaire de notre peuple et de notre pays des mains du régime tyrannique de Paul Biya et de ses appuis extérieurs. Parce que ce de quoi il s'agit, pour ceux qui n'ont pas compris ce que nous amène le changement de forme de l'État en fédération, c'est que avec la fédération, nous allons couper les liens avec les soutiens du régime Biya comme la France, la Chine. Ils n'auront plus moyen. Ce seront de nouvelles institutions. Il n'y aura plus les réseaux que ces étrangers-là ont toujours utilisés pour prendre tous les marchés publics, pour parfois sans même réaliser un marché, ils prennent tout simplement de l'argent. Ils disent qu'on fabrique des ponts métallisés aux États-Unis. Aucun pont n'est vu au Cameroun. Ils disent qu'il faut construire les routes qu'ils n'ont jamais construites. Mais les endroits où ils construisent les routes, ils surfacturent. Et quand ils surfacturent, ils ne donnent même pas aux entrepreneurs camerounais. Ils donnent à Razel, ils donnent à ceci, aux Français. C'est la même chose qui se passe avec les Chinois. Les hommes d'affaires camerounais ont besoin de briller. Ils ont besoin aussi d'avoir des affaires florissantes comme on voit dans le Nigeria voisin. Nous n'avons pas de véritables hommes d'affaires au Cameroun. Prenez ceux que nous appelons hommes d'affaires comme Focho. Allez seulement dans l'état de Enugu à côté avec les Igbo. Vous allez voir des gens au Cameroun où on n'a même pas une seule compagnie d'aviation qu'on ne parvient pas à démarrer. Des individus ont des compagnies d'aviation qui relient le Nigeria à tout le monde entier. Tous les jours, il y a des vols pour les États-Unis. Et c'est des compagnies privées, des véritables hommes d'affaires. Le genre de Dangote. Et il y en a plein comme ça au Nigeria. C'est ça que le Cameroun doit devenir. Et cela passe par le fédéralisme. Il y a énormément d'avantages. Parce que je vais faire beaucoup d'autres directs pour expliquer ce que c'est que le fédéralisme. Parce que, comme Biya, les choses se passent au Cameroun, dans la République du Cameroun, que quand Biya dit quelque chose, personne ne veut plus parler de ça. De façon à un certain moment, le mot fédéralisme était même interdit dans les médias publics au Cameroun. C'est maintenant qu'avec la pression du peuple et surtout la pression internationale, on parle déjà de fédéralisme. Beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est. Les gens ne savent pas quelle révolution démocratique il y aura avec le fédéralisme. Comment le pays va démarrer en encourageant les hommes d'affaires locaux. Alors que le régime centralisé écrase les affaires au Cameroun. Quand je parle des affaires, c'est les affaires qui donnent les emplois. Ce sont les affaires. L'État ne donne pas les emplois. Un État centralisé n'est là que pour voler. Le peu qu'il peut même avoir des impôts et qui devrait servir à construire les routes, les chemins de fer qui sont indispensables pour qu'une économie démarre. Le régime centralisé lutte plutôt contre l'éclosion des affaires et la prospérité du pays. Le fédéralisme va casser ça. Parce que le fédéralisme, c'est le règne de la loi.
Il n'y aura plus de règne, tu sais à qui tu as affaire. C'est cela. Et les gens seront libres d'entreprendre, de faire leurs affaires. Les impôts, non seulement les impôts seront répartis entre le gouvernement fédéral et les différents États. Donc, ce n'est pas une affaire que l'État doit venir à Yaoundé pour dire que « Oh, j'ai besoin de ceci ». Et puis, on lui dit même de tendre les fesses. Il faut aller voir tel ou tel ministre chez lui et des choses comme ça. Ça n'existe pas dans une fédération. Quand un État n'a même pas besoin de se déplacer, la répartition des impôts est faite. Dès que tu paies, toi, par exemple, l'employé, tu paies ton impôt. À partir de ce moment-là, la répartition est faite parce que ça avait déjà été décidé dans la loi. Donc, quand on prend des impôts individuels sur vous, c'est déjà réparti entre le gouvernement fédéral et les gouvernements fédérés. Donc, aucun gouverneur élu dans son État n'a besoin de venir faire des courbettes auprès du gouvernement fédéral. Puisque la loi lui donne droit aux impôts, il n'a pas besoin de se déplacer. Donc c'est ça qu'on appelle le règne de la loi, au lieu du règne des individus. Quand il y a le fédéralisme, vous allez voir, comme dans tous les pays fédéraux, vous allez voir les gens qui sont déjà, à l'aise chez eux. Ils ne dépendront plus des gens de Yaoundé. Les gens pourront ignorer les gens de Yaoundé. Tu fais ton affaire, toi tu es là pour faire ton affaire, tu gagnes de l'argent, tu t'en fous des gens de Yaoundé. C'est ça que le fédéralisme amène, la liberté, la démocratie. Donc, quand on est là, on ne sait même pas, quand la diaspora est en train de dire là, il faut transiter de ce mauvais état hyper centralisé qui nous maintient dans la pauvreté au fédéralisme. Nous avons besoin de faire un grand travail d'explication, pas à pas, domaine par domaine, pour que les gens comprennent que le fédéralisme, surtout dans un pays divisé, qu'ils ont tout fait pour diviser parce qu'ils veulent tout voler, le fédéralisme, c'est l'âme. Il n'y a pas d'autre solution. Mais, pendant la transition, il faudra consulter le peuple. Parce que c'est moi qui parle comme ça. Il y a toute l'expérience du monde entier qui montre que dans un pays multi-ethnique comme le Cameroun, seul le fédéralisme peut marcher. Mais quand on va consulter le peuple pendant la transition, c'est le peuple qui a le dernier mot, c'est le souverain. Mais nous aurons, si jamais je suis là, si Dieu veut que je suis là, nous aurons le temps d'expliquer cela, d'expliquer tous les aspects du fédéralisme pour que les gens regardent ce qui s'est passé au Cameroun depuis ces 60 années comme une véritable malédiction. Pour que les gens disent plus jamais ça dans ce pays. Donc, j'en ai terminé. Et là, je ne sais toujours pas comment... je ne sais pas si quelqu'un veut parler, il fasse ce qu'il faut faire. Par exemple, faire la demande. Et si je peux appuyer un bouton, je peux vous dire que depuis la dernière fois, je ne me suis pas habitué à ça. Ou alors, si vous avez une question, je cherche à avoir une question. À essayer de voir une question. S'il vous plaît, si vous avez des questions, faites que je vois. Merci Landry, merci Adeline Zhang, merci Stéphane Hongla, merci Raoul Demanou, merci Claude Marcel. Nous devons tous être ensemble. Nous devons tous être ensemble. Ce que je dis là, merci Kamdem, merci Hélène Essoka, merci Claude Marcel. Bon, je dis merci même aux critiques, hein, puisque c'est ça la démocratie.
On adore les critiques. Les critiques permettent de mieux s'expliquer. Quand on a, comme par exemple, si on était dans une salle et si je savais bien manipuler ces instruments, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me dire que ce que tu dis ne tient pas debout. Comme ça, je pourrais donc mieux éclairer, mieux donner des arguments. Et si à la fin, la personne qui critique a vraiment raison, et bien évidemment, nous allons accepter. C'est comme ça que ça marche et ça, c'est vraiment le bien de la démocratie. Il faut toujours que tout le monde ait la parole. Parce que le peuple est sage, le peuple est intelligent. Donc, merci Delphine Nunda. Merci Américain Noir, voilà. Merci Kazley, merci Chazeli Kazley, merci. Donc je ne trouve pas de questions, mais ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. Pourquoi parler des tribus? Non, premièrement, nous ne pouvons pas manquer de parler des tribus puisque c'est ça le tissu même de la société camerounaise. Ce qu'on ne doit pas faire, c'est d'alimenter des haines entre les tribus. Voici, il y a des choses de l'autre côté, les unitaristes, ceux qui veulent maintenir la République du Cameroun, disent qu'ils ont commencé de dire ça quand les anglophones demandaient le fédéralisme et disaient, avant le temps, parce qu'ils savaient là où ils allaient acculer les anglophones, ils disaient avant le temps que non, ce fédéralisme-là, c'est le début de la séparation, c'est le début du sécessionnisme. Ils le disaient parce qu'ils savaient très bien que quand ils vont terroriser ces gens-là n'auront plus de choix que de prendre des armes et de demander. Il y avait un courant minoritaire sécessionniste. Et ces gens vont finalement devenir tous sécessionnistes. Et comme ça, le régime allait donc dire que oui, nous vous avons dit dès le départ, alors que le fédéralisme n'avait même pas commencé. Donc, le fédéralisme a cet avantage, c'est-à-dire, si je peux parler de fédéralisme et tribu, le fédéralisme a cet avantage que la constitution fédérale, qui est la constitution qui est au-dessus des constitutions des États, parce que j'espère que vous savez que les États ont leur gouvernement, ont leur constitution, ont leur drapeau, ont leur loi étatiques aussi. Mais au-dessus de tout cela, il y a une constitution fédérale qui les unit. Et cette constitution, c'est elle qui établit les droits. Donc parmi ces droits, il y a le droit de ne pas subir de discrimination. Si une constitution fédérale n'établit pas ces lois, alors il peut y avoir donc des excès, des abus des tribus qui sont dans certains États. Donc, l'avantage du fédéralisme, c'est que il encourage les valeurs culturelles des États. Il n'y a plus rien qui leur impose quelque chose. Parce que Yaoundé, parce qu'il centralise tous les pouvoirs, il parvient à corrompre les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels deviennent des serviteurs du pouvoir central de Yaoundé. Et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Les chefs traditionnels ne sont plus respectés. Nous l'avons vu au Cameroun anglophone. Tous ces chefs traditionnels qui travaillent avec le régime là sont chassés. Le fédéralisme donne l'avantage
d'avoir l'explosion indépendante, le rayonnement indépendant de la culture locale. Les chefs traditionnels redeviendront respectés, les autres communautés, pareil. La seule chose que le gouvernement, la constitution fédérale qui chapeaute tout dit, pas de discrimination. Donc dans votre défense de votre culture, dans votre État, la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est par exemple dire à quelqu'un qui, lui, il n'est pas né dans votre tribu, part d'ici. Ça n'existera pas. Les tribunaux qui sont indépendants, c'est-à-dire ne dépendent donc plus des tout-puissants. Dans une fédération, les tribunaux sont indépendants. Ils condamnent même les présidents de la fédération. Ils les condamnent. Donc, ces tribunaux indépendants vont régler ces problèmes-là, les abus, les choses comme allogènes et autochtones, qui ne doivent jamais figurer dans une constitution. Si des individus, et ça c'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui soutient cette thèse-là, que les ethnies seront donc autonomes, ils pourront même chasser qui ils veulent de leur... Je lui ai dit non, mon cher Zomba. Non, ça n'aura pas lieu. Sinon, ce ne sera pas une fédération véritable. Les citoyens où ils vivent seront protégés. Ils seront protégés, la loi va les protéger. Il n'y aura pas de dire que tel hôtel n'est pas d'ici, n'est pas de Yaoundé, rentrez chez vous, ça n'existe pas. Et quand ça arrive, il y a l'intervention de l'État. Les forces fédérales interviennent pour rétablir de l'ordre. Et au niveau local, les juges, les victimes vont devant les tribunaux et ils obtiennent des jugements. Et ce sont souvent des jugements très graves. Parce qu'il y a certains États qui s'amusent souvent à prendre des lois qui favorisent ce genre de discrimination. Mais les tribunaux fédéraux condamnent souvent, et ça c'est courant ici aux États-Unis, condamnent souvent de tels États à non seulement abolir cette loi, mais aussi à payer des millions et des millions aux victimes qui ont été victimes de discrimination. Ça c'est l'avantage du fédéralisme, dans cette affaire de tribalisme. Avec le fédéralisme, ça va finir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille et qu'on établisse le fédéralisme, et vous allez voir, surtout, qu'on aille dans ce fédéralisme avec une bonne constitution qui protège les droits de l'homme. Donc, qu'est-ce que je vois? L'argent de Dangote, c'est l'argent de l'ancien président Abacha. Oh non. Nous sommes là à la spéculation. Non, bon, là, les femmes qui font des directs, la prostitution, non, c'est le régime qui a pourri la société comme ça. Et il y a non seulement la prostitution, mais à cause de cette centralisation de tout entre leurs mains, ils appauvrissent le pays. Le pays ne peut plus s'éclore. Le pays ne peut plus devenir florissant avec des business qui donnent des emplois. Ce sont les business qui donnent les emplois. Ils ont bloqué tout parce qu'ils volent tout. Et qu'est-ce qui reste? C'est le chemin de l'exil. C'est pour ça que les filles sont ramenées à chercher le blanc, à chercher d'aller à l'extérieur. Tout le monde veut aller à l'extérieur. Tous ces gens qui vont, ils meurent dans la mer et qu'on sort. C'est ça la preuve que la République du Cameroun n'est pas un bon État. C'est la preuve palpable. Les gens partent de ce pays gouverné par cet État-là. Ils sont prêts à mourir dans les mers que de rester dans cet enfer où quelques-uns ont tout, mais tout le reste est dans la pauvreté la plus noire. Ce sont des choses qui n'existent pas dans une fédération. Donc, l'affaire de la prostitution des Camerounais, ça commence au Cameroun. Ça commence au Cameroun. Ces régimes
a tellement pourri le pays que c'est seulement une révolution qui va rétablir de l'ordre au Cameroun. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on va sourire avec les gens, faire la diplomatie et qu'on sort. Ce n'est que la révolution qui va mettre tout le monde dans l'ordre. L'ordre doit être mis d'abord à l'État. À l'État. C'est le travail donc de la transition. Il faut d'abord remettre de l'ordre, la paix. Il faut créer une armée nouvelle. Et il faut créer une armée nouvelle qui va intégrer les combattants de l'autre côté comme concession pour que la constitution, le pays reste entier, reste ensemble et qu'on puisse marcher. Parce que dans cette fédération, les anglophones sont très avancés. Nous avons besoin d'eux. Ils ont une grande expérience. L'expérience anglophone est extrêmement riche. Je crois que la vice-présidente Kyrian Noah, je crois qu'elle a dit, ou quelqu'un d'autre, que non, je crois que c'est la conférence de Munich. Les anglophones ont beaucoup à nous apporter aux francophones en termes de discipline. Ce qui nous dérange, c'est le désordre, c'est la discipline, c'est de toujours dire que tout le monde a des doctorats et philosophes. Tout le monde te dit que toute chose est toujours mise en question. Tu dis ceci, il y aura toujours quelqu'un qui dira autre chose. Après ça, ça finit dans le désordre total. Rien ne marche. Même les ordures ne sont pas enlevées. Les anglophones ne sont pas comme ça. Les anglophones, tu vas chez eux, tu vas en voir les routes bien balayées, tout est tenu proprement. Parce que eux, ils ont une culture de discipline, une culture de respect de la loi. Chez les francophones, même quand il y a une loi, il faut toujours mettre ça en question. Et aux États-Unis, n'est-ce pas qu'on voit les mêmes choses? En France, n'est-ce pas qu'on voit les mêmes choses? Il n'y a jamais de scandale. Il faut une révolution pour mettre tout le monde dans la discipline. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir produire, nous allons pouvoir faire prospérer notre pays. Tout le monde sera mis dans le travail. Ce ne sera plus les cousins et consorts, mais ce sera plus le mérite pour occuper un poste, pour occuper une place quelque part. C'est le mérite. Et il faut, pendant la transition, notamment quand on fait la réforme de la fonction publique, donner des critères. Il y a pour tel ou tel poste, c'est ça le critère à remplir. Et les candidats viennent, on choisit les meilleurs. Et c'est comme ça. Il faut que dans cette administration, on mette la carte comme dans les entreprises privées aux États-Unis. Parce qu'à l'entrée de l'entreprise, tu dois mettre la carte là pour que l'ordinateur va noter l'heure où tu es entré et tu remets la carte là l'heure où tu es sorti. C'est ça, c'est vers ça qu'il faut aller. Il ne faut plus de ces fonctionnaires qui s'assoient, ne font rien et puis ils sont payés. Pour avoir le salaire à la fonction publique, il faudra que tu transpires bien avant de l'avoir. Sinon, il y a tellement de gens qui sont là là dehors, des jeunes qui veulent le travail. On va leur donner ces jeunes. Surtout de tous ces combattants dont nous parlons là, activistes et consorts. Ils ont besoin de travail et ils l'auront. Ils l'auront avec l'accord du peuple. Donc, non, les sardinards, non, ne dis pas ça. Quand tu dis qu'il n'y a que les sardinards qui ne vont pas accepter ça. Non, je ne dis pas que ce n'est pas ça. Oui, c'est ça. En général, les sardinards soutiennent ces régimes. Mais vous ne savez pas que dans ces régimes-là, il y a des gens qui ne savent même, ils savent seulement pas comment ils vont sortir. Ils sont prisonniers dedans. Il y a des gens qui veulent le changement là-dedans. Et vous allez le voir quand ce pays sera libéré, vous allez voir les choses pourront être connues. Il y a des gens qui sont là dans ce régime, ces sardinards-là. Il y en a qui ont assez de manger ces miettes alors que la pauvreté les entoure.
frappent dans leur propre famille. Il y en a, et ils sont nombreux. Et tous ces gens-là vont courir vers la révolution. C'est immanquable. À l'armée, à un certain moment de la révolution, il y aura des défections. Ils vont partir de là-bas pour rejoindre les rangs de la révolution. Et c'est là où vous allez voir ce que c'est que le peuple est souverain. Parce que devant le peuple, tout le monde s'incline. Donc, oui, on doit les considérer comme des sardinards, comme des ennemis, jusqu'à preuve de contraire. Parce que ce travail-là sur le terrain, que la diaspora doit faire avec les activistes sur le terrain, c'est lui qui va nous montrer des choses. Et il y aura certains sardinards qui vont rendre certains services clés contre l'ennemi. N'oubliez jamais ça. Parce qu'ils sont de l'intérieur. Il n'y a pas de révolution qui n'a pas de révolutionnaires à l'intérieur. Ceux-là font souvent un travail énorme. Et notamment en termes de renseignement, comme je vous ai dit. Donc, je crois que je ne vois plus d'autres. Merci, Patson. Merci. Il a peur du fédéralisme. Paul lui a peur du fédéralisme, c'est vrai. Ok, on a été coupé là. Donc, je crois qu'on peut arrêter ici. Je m'excuse que je ne peux pas remonter. Il y a eu énormément de commentaires pour essayer de trouver où se trouve une question. Donc, vraiment, mes amis, chers compatriotes, donnons-nous rendez-vous la prochaine fois. On va parler de la révolution, semaine après semaine. On va parler beaucoup de choses qui demandent à être comprises. Nous ferons l'effort de pouvoir les expliquer. Sur ce, vraiment, je vous remercie et je prie notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Yahweh, de mettre sa main sur vous tous, de toucher vos cœurs, et pour que vos cœurs soient sensibles, tous vos cœurs soient sensibles à la souffrance énorme de notre peuple, et que qu'il puisse vous amener à vous engager pleinement dans cette œuvre de libération de notre cher et beau peuple, notre cher et beau pays. À bientôt.